10 trucs et astuces sur les montres mécaniques épisode 2. Vous avez tous apprécié l'épisode numéro 1 que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la description YouTube de cette vidéo. Aujourd'hui on repart pour 10 autres trucs et astuces et je vous en dis pas plus, c'est parti pour l'astuce numéro 1. Astuce numéro 1, un petit peu préventive, c'est attention au champ magnétique. Toutes les montres mécaniques à remontage automatique ou manuel sont sujets à être magnétisées. Donc attention à vos ordinateurs, enceintes ou même téléphones qui contiennent des aimants qui peuvent donc magnétiser vos montres. D'ailleurs tout ce qui est aimantation, il faut y faire très attention aussi. Cela va magnétiser la montre et va faire en sorte que votre montre va être beaucoup moins précise. Donc si vous remarquez que sur votre montre, vous prenez anormalement de l'avance ou du retard, cela peut venir d'un champ magnétique qui a été exposé trop près de la montre. Il va aller voir son horloger et il va démagnétiser la montre et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Donc attention à ce niveau-là. Certaines personnes également, point de vue fun fact, peuvent avoir du magnétisme et donc faire en sorte que leur montre au poignet ne tienne jamais l'heure. Donc malheureusement pour ces cas-là, et j'en connais, on ne peut pas y faire à grand chose. Donc faites attention à ce niveau-là pour la santé de vos montres. Évitez de les exposer à des champs magnétiques quelconques. On passe maintenant à l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2 concernant les montres mécaniques à remontage manuel comme celle que j'ai devant moi, la MM2407. Cette dernière n'a donc pas de masse oscillante à l'arrière qui permet de remonter la montre au poignet, mais va nécessiter de remonter la montre avec la couronne de remontoir sur le côté à 3 heures. Cette dernière n'est pas munie d'embrayage. L'embrayage en fait consiste à ce que quand on va tourner la molette, donc la couronne de remontoir, quand le ressort va être serré au maximum, l'embrayage va éviter de casser le ressort. Les montres mécaniques à remontage manuel n'ont pas d'embrayage. Ça veut dire que quand on sent la butée et qu'on sent que le ressort est au maximum tendu, il faut donc s'arrêter de tourner. Contrairement avec une montre mécanique à remontage automatique, soit on la met au poignet et elle se remonte toute seule, soit on va tourner la molette, donc la couronne de remontoir pour faire très simple, et si on vient à continuer à tourner malgré que le ressort soit serré, il va y avoir un embrayage qui va éviter de casser le ressort. Sur une manuelle, on n'a pas ce dispositif, donc il faut y faire très attention. On remonte la montre, oui, mais pas jusqu'à non plus la buter et à venir forcer sur la couronne de remontoir, sinon on risque d'endommager la montre et donc de casser le ressort. Pour tout ce qui est montre automatique, on a donc plusieurs possibilités. Garder la montre au poignet et elle se remonte toute seule. La remonter manuellement, et ça je vous le conseille, je vous renvoie d'ailleurs sur la dernière astuce de l'épisode numéro 1 où j'explique pourquoi il faut remonter une montre automatique. Et si jamais on veut pas non plus trop s'embêter, on peut investir dans ce qu'il y a juste à ma droite, c'est-à-dire un remontoir automatique qui va donc tourner toute la journée, faire tourner donc la montre et donc la masse oscillante à l'arrière, donc simuler la montre comme si on la portait. Il va donc faire en sorte qu'on a une plus grande collection, qu'on a plusieurs montres automatiques, de les garder toujours à l'heure et toujours remonter. Une montre remontée et donc qui fonctionne et qui tourne toute la journée sera en meilleure santé qu'une montre qui ne tourne que très peu. Donc investissez soit dans un remontoir comme celui-ci ou même plus petit, sinon remontez assez fréquemment vos montres. Et pour ceux qui ont des montres automatiques à remontage manuel, autant pour moi, faites attention quand vous la remontez. Dès que vous sentez la butée ou même si vous pouvez éviter d'aller jusqu'à la butée, c'est bien mieux pour le ressort. Astuce numéro 3, attention aux vibrations. Toutes les montres mécaniques sont bien plus sensibles à tout ce qui est vibration. Donc pour tout ce qui est sport comme le VTT ou la moto, il faut y faire très attention. Certains calibres plutôt haut de gamme vont être un peu plus résistants à ces chocs, mais globalement il faut y faire très attention. Aujourd'hui, ce qui fait que la montre fonctionne, c'est grâce à des micros engrenages et souvent les calibres sont assez fins. Donc il faut faire attention à tout ce qui est vibration. Donc pour toutes les personnes qui font un petit peu des sports extrêmes ou non, posez votre montre à côté. Prenez donc une montre plus résistante, peut-être à quartz lorsque vous faites du sport, mais gardez votre montre automatique ou à remontage manuel à la maison. Astuce numéro 4, comment peut-on faire pour avoir un réglage précis au niveau de l'heure? Bon, pour ce faire, il faut donc déjà avoir une montre qui a le dispositif stop seconde. Ici, on est sur la MM2406 qui a un mouvement suisse et qui dispose du coup du dispositif stop seconde. Ce qu'il faut faire, c'est que donc on laisse partir la trotteuse et on vient tirer la trotteuse, donc ça vient l'arrêter quand elle est pile poil à 12. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on se règle sur une horloge atomique, comme par exemple l'heure qu'on a sur l'iPhone. Ici, on a la trotteuse qui vient de passer justement le quart d'heure, donc on va attendre qu'elle fasse le tour. Et ce qu'on va faire, c'est que ici déjà, il est 16h50, donc on va se mettre sur 16h50. 16h50. Donc on est parfait, on va même se mettre à 51 puisqu'on va lancer la montre quand elle passera à 51. Ici, il reste encore 30 secondes et lorsque l'horloge atomique va nous indiquer 16h51 et que la trotteuse sera parfaitement sur le 12, on va réenclencher à l'aide de la couronne ici, la couronne à gauche, ça lancera la trotteuse et on sera donc réglé parfaitement sur l'horloge atomique qui est donc une horloge qui est absolument précise. On ne peut pas rêver mieux en termes de précision. Ça permettra de calculer sur par exemple un intervalle de 24 heures la dérive journalière de sa montre. Donc là, il reste 5 petites secondes. 3, 2,
1 et on lance. Voilà, là on est réglé parfaitement sur l'heure exacte. Il est bien 16h pardon, 51 et la trotteuse est partie en même temps que celle qu'on a sur l'iPhone. Astuce numéro 5 concernant l'étanchéité et les joints de votre montre. Attention à toutes les personnes qui vont utiliser leur montre pour plonger. Ici on est sur une MM2405 Queulette qui est étanche à 10 ATM, donc 100 mètres d'étanchéité, et plus elle va être sollicitée au niveau de l'eau, donc plus elle va être immergée, que vous allez prendre votre douche avec, que vous allez à la piscine avec, plus les joints vont s'user et vont nécessiter d'être graissés à nouveau. Donc n'hésitez pas à rapprocher peut-être l'entretien de votre montre et indiquer à votre horloger que vous l'avez beaucoup sollicité en termes d'étanchéité, d'exposition à l'eau, et il va donc regraisser plus fréquemment et tester l'étanchéité plus fréquemment sur la montre. D'ailleurs, vous n'êtes pas forcément obligé à chaque fois que vous l'emmenez chez l'horloger de faire l'entretien global au niveau du mécanisme. Par exemple, si vous l'emmenez tous les 2-3 ans parce que vous la sollicitez beaucoup au niveau de l'eau, il pourra simplement l'ouvrir, refaire le test d'étanchéité, regraisser les joints et pas forcément faire la révision globale du mécanisme qui elle est plutôt préconisée tous les 5 à 7 ans. Voilà, donc pour toutes les personnes qui l'utilisent quand même pour des milieux peu adaptés comme par exemple l'exposition à la mer, à l'eau, les rivières, etc. ou qui ont l'habitude de se doucher avec, resserrez l'entretien concernant l'étanchéité et faites au moins regresser et tester l'étanchéité de votre montre puisque les joints vont s'user, vont avoir besoin d'être regressés pour assurer l'étanchéité qui est donnée pour la montre. Astuce numéro 6 concernant les couleurs de cadran. Comme là on a une MM2404 cadran bleu océan qui est du plus bel effet avec un effet soleillé. Comment on choisit en interne quand on est une marque de montre la couleur de son cadran? Et grâce à des nuanciers comme ici, des nuanciers qui sont très précis, qui sont des nuanciers Pantone. On peut avoir du coated ou du uncoated et c'est là-dessus qu'on va justement choisir les couleurs de cadran qui sont imprimables et qu'on va parfaitement retrouver sur la montre au final. Derrière moi, on a une MM2406 avec des extraits de cadran échantillons qui ont pu justement servir à définir la couleur définitive de cette montre. On a du rouge, du vert et du bleu et donc c'est avec ce type de nuancier qui est quand même un petit peu cher. On est quasiment autour de 200 € pour un nuancier comme celui-ci, mais qui est très pratique et indispensable quand on a une marque de montre pour pouvoir choisir son code couleur. Aujourd'hui, on est en train de développer des montres qui vont être avec un bleu Tiffany, avec du blanc et peut-être d'autres coloris. Et c'est là-dessus qu'on va aller piocher et indiquer dans le cahier des charges justement le code couleur exact à utiliser pour avoir un cadran du plus bel effet. Truc et astuce numéro 7, comprendre la dérive journalière. En fait, aujourd'hui, une montre mécanique à remontage manuel ou automatique va être beaucoup moins précise qu'une montre à quartz. Par exemple, une Rolex sera moins précise qu'une Casio à 100 € puisqu'une montre à quartz est vraiment très précis, là où une montre automatique va être globalement précis mais peut quand même fluctuer en termes de gamme. Si vous partez sur un calibre, par exemple Seagull chinois, vous allez être sur du 30, 40, 50 secondes journalier. Bon, plutôt en général 30 et 40 secondes par jour. Ça veut dire que votre montre tous les jours, elle va prendre environ 40 secondes d'avance ou de retard. Dès que vous passez un step, par exemple partant sur un calibre japonais, on va tourner autour de 15, 20, 25 secondes de dérive, donc de décalage par jour. Et quand vous allez monter sur du calibre suisse, comme par exemple celle-ci, là on est sur une MM2406, là-dessus elle est testée celle-ci sur 7 secondes journalier. Ça veut dire que maximum aujourd'hui elle prendra 7 secondes d'avance ou de retard. Là en l'occurrence c'est de l'avance. C'est mieux bon signe quand la montre prend de l'avance que quand une montre prend du retard. Ça aussi c'est quelque chose que je vous donne. C'est gratuit et si vous montez vraiment sur du plus haut de gamme, par exemple Rolex est certifié -2+2, ça veut dire que la montre prendra au maximum -2 secondes jusqu'à +2 secondes par jour, là où des montres par exemple la pile vont prendre cette dérive sur un mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre et justement je vous ai expliqué sur l'astuce précédente comment régler la montre précisément sur l'heure exacte. Donc moi je vous encourage par exemple si vous avez des montres automatiques chez vous de tester le réglage sur une journée. Donc vous mettez parfaitement la montre à l'heure avec justement votre iPhone en la synchronisant grâce au dispositif Top Seconde si vous l'avez sur votre calibre automatique. Vous remontez la montre au maximum pour être sûr qu'elle soit précise parce que si elle est déchargée au maximum et que vous ne l'avez pas portée au préalable, elle ne va pas respecter les dérives journalières que je vous ai indiquées et comme ça vous voyez un petit peu en termes de précision ce que donnent vos montres à la maison. Astuce numéro 8, on ne tourne jamais les montres dans le sens anti-horaire. On prend donc l'exemple sur cette MM2406 rouge, il est actuellement soit 13h-5, soit 1h du matin -5. Il serait tenté donc s'il est 23h30 en heure réelle de revenir en arrière puisqu'il manquerait 1 heure ou 2 maximum, mais il est recommandé de faire quand même le tour complet, donc de continuer de tourner dans le sens horaire puisque le mécanisme a été étudié dans ce sens-là pour ne pas endommager le mécanisme. En plus, il est équipé d'une date, donc si le mécanisme venait simplement de changer de date 1 heure avant, revenir en arrière, ça pourrait perturber le mécanisme. Donc je vous encourage toujours à tourner dans le sens horaire. Ça permet également d'identifier sur quel fuseau horaire on est, si on est sur plutôt 1h du matin ou 13h. Là, je viens de passer justement les 12 heures et la date n'a pas sauté, donc ça veut dire qu'on était sur 1h du matin. Et là, en l'occurrence, du coup, on va la mettre à l'heure exacte. Donc j'ai dit
23h30, mais il est plutôt 4h15, donc on va la mettre sur 4h15. Et je suis sûr qu'il est bien 4h15, donc 16h15 et non 4h du matin, puisqu'en faisant cette manipulation, j'ai pu voir que la date n'a pas sauté quand j'ai passé le 12h. Et ensuite, on vient donc revisser la couronne. On est bien à l'heure et on a respecté le sens de rotation du mécanisme. Astuce numéro 9 concernant le verre saphir et les composants qui sont comme lui, c'est-à-dire inrayables. On avait parlé lors de la version numéro 1 des 10 trucs et astuces que le verre saphir était inrayable, hormis si on venait à le rayer avec un diamant. Et aujourd'hui, on va parler des autres composants, des autres matériaux que l'on peut utiliser pour la conception d'une montre, qui peut eux aussi être inrayables. On a par exemple la céramique qu'on avait utilisée pour la MM2301, le premier modèle Mésomorphin, sur la partie centrale du bracelet. Et on a également le tungstène comme sur cette 2405. Toute la partie polie au centre est en tungstène. Tungstène qui est un matériau très dense, rare et qui a une masse volumique assez élevée, supérieure à l'or 18 carats ou par exemple au plomb. Donc c'est ce qui fait que la montre est très dense, très lourde malgré qu'elle soit pas très grosse. Et on a la plus-value justement que cette partie-là en tungstène est donc inrayable. C'est un matériau qui est dur à travailler, donc qui est onéreux et qui peut globalement à 99% du temps se polir uniquement, puisque si on arrive à brosser du tungstène, ça veut dire qu'on arrive à le rayer. Et si on arrive à le rayer, c'est qu'avec des outils qui peuvent coûter très cher, qui sont à base de diamant. C'est même d'ailleurs que le diamant qui pourra venir brosser du tungstène. Donc globalement, le tungstène c'est toujours poli, mais c'est un matériau de choix que nous chez Mésomorphin on aime utiliser. D'ailleurs, on va lancer une MM2508 avec une lunette. Donc la lunette c'est la partie autour du verre saphir qui est sujet à être rayé, qui va être en tungstène, comme on a pu utiliser sur la 2301 à l'époque, qui était en céramique et en tungstène. Donc c'est des matériaux qui sont intéressants, bon un petit peu plus lourds, donc il faut aimer la présence au poignet concernant la montre, mais qui ont de véritables plus-values en termes de longévité, puisque rien ne pourra les rayer et majoritairement la montre, pour par exemple celle-ci, au niveau du bracelet restera clinique, puisque l'on a décidé de partir sur un matériau de choix semblable au verre saphir en termes de résistance et qui est donc super intéressant. 10e astuce un petit peu technique, puisque j'ai la chance moi avec ma marque de côtoyer des horlogers, donc je vous la livre un petit peu. C'est au niveau du caseback. On retrouve en général des informations comme le nom de la marque, comme le nom du modèle, etc., la référence, mais surtout une information qui est l'étanchéité. Alors elle n'est pas là par hasard, c'est pour que tous les horlogers qui vont manipuler la montre dans le futur puissent savoir à combien d'ATM tester la montre en termes d'étanchéité, puisque quand on fait un entretien ou quand on fait une réparation, la montre elle est forcément testée en termes d'étanchéité. Donc il est super important de justement d'avoir l'étanchéité qui est gravée à l'arrière de la montre. C'est pas simplement décoratif ou informatif pour le client, c'est surtout d'un point de vue horloger pour le SAV, que les horlogers qui vont manipuler la montre, qui ne sont pas forcément des horlogers de la marque en question, puissent savoir à combien tester la montre en termes d'ATM et donc de profondeur d'étanchéité. C'est donc ici que cette vidéo se termine. J'espère que ces 10 trucs et astuces vous auront plu et que vous auront potentiellement appris des choses sur l'univers horloger qui me passionne. Moi je vous invite à laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo pour m'encourager et me donner de la force. N'hésitez pas également à vous abonner, il y a plusieurs concepts de vidéos sympas qui pourraient vous intéresser déjà sur ma chaîne et qui arriveront dans le futur. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!